Fait que je regarde Emma Crozy et Sylvain Laforêt qui parlent de déprogrammation. C'est très intéressant. Meeting avec des diffuseurs de mainstream. Et à l'époque, quand j'étais, avant 2015, disons, quand j'étais dans ces meetings-là, je comprenais pas trop le pourquoi des corrections, le pourquoi des changements d'orientation des projets, tout ça. Mais maintenant, quand je prends, avec le pas de recul que j'ai sur ce qui se passe, là, je comprends exactement comment on réussit à façonner des émissions, à changer des projets pour qu'ils correspondent exactement à la vision que les médias veulent projeter sur chacun des sujets. Donc, l'ingérence est très insidieuse là, au niveau de la création. Mais c'est ce que tu dis, en fait. Contrôler l'information, c'est contrôler la liberté de penser, hein. Ça, c'est une phrase de ton livre. Oui. Et vous voyez, les amis, pendant 17 capsules, Sylvain vous a expliqué comment les fake news étaient devenues notre histoire. Donc, tu nous as expliqué dans Guerre et mensonges, finalement, que ce qu'on avait appris, alors que ce soit à l'école, dans les livres ou en regardant certains documentaires, effectivement, c'était toujours anglais dans un certain but et finalement de ne pas parler on va dire, en prenant de la hauteur et des banquiers privés qui étaient vraiment le fil conducteur de Guerre et mensonges. Banque Ouais. privée, tu nous as parlé aussi du New World Order qui revient dans des programmations, mais en fait, qui Ouais. en réalité revient dans Guerre et mensonges puisque tu as écrit d'abord la déprogrammation. Ouais. Et quand nous avions discuté, les amis, avec Sylvain, de ce livre, la déprogrammation, je lui avais dit, tu vois, des fois dans la vie, on écrit des choses, on crée des écrits ou des projets et on les fait un peu trop tôt parce que là, maintenant, il y a une masse critique, je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvain, mais c'est comme ça que je ressens les choses, qui maintenant est prête et mûre pour comprendre vraiment et sfruttare, comme on dit en italien, vraiment aller jusqu'au bout, vraiment rentabiliser l'essence même de ce que tu écris sur la fabrique de l'information. Ça ne pouvait pas être plus d'actualité que maintenant, en début 2021. Ben, on peut remercier la pandémie et les absurdités gouvernementales et de leurs mesures en ce moment pour éveiller la population. C'est les gouvernements, par leur crétinerie institutionnalisée, est en train de donner une gigantesque claque derrière la tête à toute la population qui vient finalement tous les réveiller et dire « OK, mais ça fait aucun sens là, ce qui se passe. » Et moi, je trouve que c'est une période incroyable. 2020 a été une grande période. 2021, je pense, va probablement être la meilleure année de toutes nos vies. Mais 2020 a été un éveil massif qui se fait et qui se continue parce que, évidemment, au fur et à mesure où les gouvernements continuent d'imposer en ce moment des restrictions et des mesures qui font absolument aucun sens, là, parce que là, on est presque rendu à marcher à quatre pattes pour éviter les virus qui sont trop hauts. Donc, et quand on est rendu là, probablement, et qu'il faut qu'on se promène avec une plume dans le cul, mais j'imagine que les derniers idiots vont finalement se réveiller et se dire peut-être « c'est pas normal ce qui se passe ». Puis, mais c'est ça pareil, tu sais. Je trouve qu'ils sont en train de donner à la population au complet une merveilleuse leçon sur la réalité. Moi, ce que je dis, c'est que j'essaie de comprendre les gens qui font ça. Là, je comprends notre point de vue. On est une crise de gang. Puis nous, on est l'autre bord de la clôture. C'est pas nous qui décident. Puis là, toutes les descriptions sont toujours à partir de notre point de vue. Mais là, moi, je suis curieux. Parce que je l'ai pas en dedans de moi, cette volonté de vouloir m'imposer aux autres. C'est pas dans ma nature. Puis moi, je suis un être humain, fait que donc, d'après moi, c'est pas dans la nature humaine. Fait que c'est un choix personnel. Les personnes qui croient tellement en elles-mêmes qu'elles se donnent à elles-mêmes le droit d'imposer leur idée à toutes les autres. Ou presque. C'est comme si ça, c'était pas assez. Ils ne daignent même pas
prendre la peine de nous expliquer c'est quoi leur idée puis pourquoi ils font ça. Ils possèdent tous les médias du monde. S'ils voudraient nous parler, il n'y aurait rien qu'à le faire. Moi, mon avis personnel, c'est que la raison pour laquelle ils veulent pas venir devant les caméras puis prendre le micro pour nous expliquer leur affaire directement en pleine face, c'est parce qu'ils ont peur qu'on se rende compte que c'est des êtres humains comme tout le monde, bien ordinaires, puis qu'il n'y a aucune raison qu'on les obéisse à eux autres plus qu'aux autres. C'est ça que je pense. Fait que donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que là, tous nos yeux, qu'on a exercé notre regard, là, faudrait qu'on le pointe vers ces gens-là pour montrer à tout le monde qui que c'est, comment qu'ils pensent, pourquoi qu'ils pensent ça, depuis quand qu'ils pensent ça. Tu sais, je veux dire, le know your enemy. Faut connaître ton ennemi. Ben, ces gens-là là, qui prennent les décisions, au moment où on se parle, l'image qu'ils donnent, sur laquelle se construit le narratif, c'est celle qui passe dans les médias. Si on voulait vraiment tourner les spots sur ces gens-là, puis les montrer tels qu'ils sont, étant donné que nous, on a des milliards de téléphones, puis que chaque personne qui est capable de filmer comme du monde peut s'ouvrir un compte Patreon, on est à 1 million contre 1, on peut les suivre 24 heures par jour, partout qu'ils vont, n'importe où dans le monde. Okay? Quand ils prennent l'avion, on les attend à l'autre bout. On a du monde tout le tour d'eux autres. Partout. Puis on les montre tels qu'ils sont. Du journaliste pur et simple. Tu le filmes en train de faire qu'est-ce qu'il fait. On les montre tels qu'ils sont. Puis moi, ce que je pense, j'avais entendu quelqu'un, c'est pas moi qui l'ai inventé celle-là, mais je la trouve bonne. T'sais. Mais il dit, tu sais, nous autres, on se trouve un compte YouTube, Facebook, whatever, Instagram. On part à zéro. Tu comprends? Puis il y en a qui grimpent, puis un peu plus vite, un peu moins vite, tu sais. Mais eux autres, là, s'ils partaient à zéro, Bill Gates, là, puis toute la gang, là, le vieux schnock, s'ils partaient à zéro, puis il fallait qu'ils se montent une chaîne, puis qu'ils nous intéressent, là, moi, je pense qu'ils se rendraient à 200-300 abonnés. Peut-être 1000, tu sais. Puis, that's it, that's out. Il n'y a aucun intérêt. Ces gens-là n'ont rien d'intéressant à nous dire. Parce que ils sont pas drivés par des idées, ils sont drivés par des désirs, par des soifs inextinguibles, OK? Puis qui démontrent rien qu'une chose, c'est qu'ils n'ont rien compris dans la vie. Parce qu'ils sont là, puis ils défendent les religions, puis ils utilisent les religions, mais ils ne croient pas en Dieu, ils croient en rien, mais on s'en calisse qu'ils croient dans rien, l'univers est quand même intelligent. L'univers au complet est vivant, bord en bord. Tout ce qui existe est vivant. Puis nous, en tant qu'êtres humains, qui possédons la nature humaine, on est tous des parcelles de Dieu, chacun de tous de nous autres. Ceux qui chantent bien, ceux qui chantent mal, ceux qui courent vite, ceux qui ne savent pas courir, ceux qui sont blessés, ceux qui ne sont pas blessés, ceux qui... Toutes. Chacun de toutes nous autres, on est une parcelle de conscience dans l'univers. Prends les mots que tu voudras. Fait que les musulmans, les juifs, les chrétiens qui sont sérieux, parlons de Dieu. Alors parle-nous d'Allah, ta Sainte Trinité, puis tu sais, comment ça fonctionne. Arrêtons de parler du voile, puis parlons de Dieu. Entendons-nous aujourd'hui, okay, où est-ce que Dieu est rendu? Moi je dis Dieu évolue. Dieu n'est pas figé dans le passé. Le passé, ça n'existe pas. Hier, on n'était pas dans le passé, on était dans le présent, puis l'autre jour avant, on n'était pas dans l'arrière. Tu sais, on n'a jamais été dans le passé, on a toujours été dans le présent. Et le passé, c'est toujours quelque chose qu'on crée dans notre tête à partir du présent. Donc, notre perception du temps doit changer. Il faut qu'on sorte du carcan des religions monothéistes avec passé, présent, futur. Et puis qu'on sorte de hiérarchie, de toutes les foutues hiérarchies que le patriarcat nous impose. Puis, moi, je pense que ça tomberait vite fait si ces gens-là, qui prétendent avoir le droit de nous imposer leur manière de penser, venaient nous la dire en pleine face, puis
ils verraient qu'est-ce que nous, on en pense. OK? On n'a pas besoin d'eux. Pas en tout. C'est eux qui ont besoin de nous. Puis eux, en réalité, c'est nous. I am he, as you are me, and we are all together. OK? Fait qu'il n'y a personne qui va être jeté en dehors du bateau. C'est juste que ça va s'équilibrer à un moment donné, puis ceux qui se prenaient pour d'autres vont commencer à prendre ça plus personnel, puis à s'occuper de leurs fesses, puis à laisser les nôtres tranquilles. Voilà. En tout cas, ça m'a inspiré un peu ça. Mais je vais continuer. Je trouve qu'il est très bien ce qu'il dit. Écrit ce livre, tu vas nous expliquer aujourd'hui. On va faire, comme je disais tout à l'heure, une mise en jambe, c'est-à-dire que c'est important, les amis, que vous compreniez ce que vous allez découvrir dans les capsules qui arrivent. Et je vais vous lire après quelques points. Moi, j'ai soulevé. Alors, je vais quand même, Sylvain, on ne parlera pas forcément du chapitre d'après, mais je serai obligée parce que c'est moi, quand j'ai commencé à lire, déjà, il y a une chose qui est dingue, c'est que c'est hyper drôle. Oui. Humour noir à fond la caisse, mais alors à fond la caisse, hein. On s'en prend, mais ça y va. Hein. Oui. Là, c'est vrai, on sent que quand tu as commencé le livre, que tu as claqué la porte d'une ancienne vie, en fait. Ouais. C'est ça, hein. Comment ça t'est venu cette envie, cette idée d'écrire ce livre, en fait? Ben, il faut que je raconte l'histoire parce que pour moi, ça a été tellement prenant. Puis c'est ce qui fait que je suis rendu en train de jaser avec toi aujourd'hui. Ici, c'est que si je reprends l'histoire au complet, c'est que rapidement quand même, mais en 2010, j'ai eu une rupture avec un couple. Donc, mais j'en ai profité moi pour fermer la télé parce que j'ai toujours détesté écouter les nouvelles. Ok, même si je travaillais pour la télé et tout. Les bulletins de nouvelles m'exaspéraient et là, j'en ai profité carrément pour fermer ma télé, mais pour de bon, sur les mainstream médias. Et donc, ça a pris 5 ans avant de me retrouver dans une situation où, au cours d'un tournage, on me parlait d'actualité sur la Syrie. Et donc, on est au printemps 2015. Et je ne sais même pas que la Syrie est en guerre parce que je n'écoute effectivement pas les nouvelles et je ne lis plus les journaux depuis 5 ans. Et ça faisait 4 ans que c'était parti en Syrie. Et là, on m'a raconté le Bachar el-Assad, le cruel dictateur sanguinaire qui est en train de gazer toute sa population et tout. Et je trouvais juste que ça faisait pas de sens qu'on me racontait et tout ça. Puis comme j'écoutais pas les nouvelles, j'étais aucunement influencé par tout ce qu'on peut me dire à l'extérieur de Bachar el-Assad, le cruel dictateur sanguinaire. Mais donc, je me suis mis à chercher ce soir-là. Pour moi, c'est un moment de grâce qui est arrivé à ce moment-là. Puis, je me suis mis à chercher sur Internet, dans le fond, ce qu'on disait sur Bachar el-Assad. Et en fait, je voulais juste corroborer ce que les gens de mon équipe technique de tournage m'avaient parlé pendant la journée. Et je suis tombé effectivement sur les articles mainstream qui corroborait tout à fait les gens. Et par hasard, mais vraiment par hasard, je suis tombé sur des articles qui étaient complètement à l'opposé sur Bachar el-Assad, mais qui expliquaient en plus que les médias mainstream mentent à répétition. Ben oui. Et donc, là, pour moi, là, ça a été une révélation, mais totale à ce moment-là. Et comme je suis curieux, et je me suis mis à chercher. Et je me rendais compte de plus en plus que tout ce que les sites alternatifs, les reportages alternatifs, les médias qui sont pas liés avec les mainstream, tout ce que eux disaient faisait plus de sens que les mainstream par après coup. Parce que... C'est ce que je dis. J'ai une couple de mes amis qui ne jurent que par Radio-Canada en disant que si jamais Radio-Canada disait une menterie, tout de suite les avocats ils tomberaient sur le dos. Mais moi, je crois pas ça pantoute. Et puis, il y a une chose, c'est que ils sont comme Internet bloqué. Tout au complet. Pour eux autres, Internet, c'est de la merde bord en bord. Mais ils se sont jamais demandé, eux autres. Mettons, tu as un individu quelque part qui voit quelque chose puis voudrait dire la vérité. À part l'Internet où tu veux qu'il aille. Aujourd'hui, là, de nos jours. Tu peux pas aller à la TV. Tu peux pas aller dans les grands journaux.
Il n'y a nulle part d'autre que quelqu'un qui rejette du revers de la main tout ce qui vient de l'Internet, par le fait même, s'empêche lui-même ou elle-même d'accéder à ces vérités-là qui sont disponibles à travers le reste. Et puis, par exemple, ce qu'on écoute là, hein? Si tu n'avais pas l'Internet, comment tu ferais pour savoir ça? Tu sais, juste ce qui m'a fait pour moi la part des choses pour Bachar el-Assad, c'est que ça faisait 4 ans que la Syrie était en guerre à cette époque-là. Et on parle d'un dictateur cruel qui gaze ses familles. Premièrement, Bachar el-Assad, lui, n'a pas accès à ses bombes. On parle donc de l'armée de Bachar el-Assad qui gazerait la population. Mais encore là, les gens de l'armée, c'est leur famille qui se retrouve dans les rues. Donc, on parlerait des commandants qui commanderaient de bombarder de gaz leur propre famille. Donc, déjà, ça ne faisait pas de sens. Et surtout, 4 ans après, je me rendais compte qu'il n'y avait aucune ou à peu près défection dans l'armée syrienne. Donc, s'il n'y a pas de défection, ça fait 4 ans qu'on défend la Syrie, puis que ça se peut pas qu'on n'ait pas renversé Bachar el-Assad à ce moment-là. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que tout le bazar là, qu'on essayait de rentrer dans la gorge par les médias, c'était improbable et quasiment impossible. Donc, c'est pour ça que tout ce que je disais faisait infiniment beaucoup de sens. Puis, comme, évidemment, là, on tombe dans mon intérêt historique pour les choses, là, j'ai commencé à regarder aussi des trucs fascinants dans l'histoire pour savoir la réalité sur ces choses-là. Le premier étant l'assassinat de JFK. Là, Big rabbit hole! À fouiller l'assassinat de JFK. Je connaissais évidemment l'histoire officielle, puis je connaissais aussi celle de Oliver Stone, qui était un peu dissidente, mais pas tant quand même. Là, c'était bon. Mais je me suis mis à chercher et là, j'ai découvert. Là, c'est là que la boîte de Pandore a ouvert, puis là, je suis rentré dedans. Puis après ça, ça a été 9/11. Les événements de 9/11, ça a été la même chose. C'est des documentaires après du documentaire, les preuves scientifiques, tout ça. Puis j'ai assez de curiosité et je suis assez intellectuellement potent pour essayer de faire la part des choses justement dans ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et évidemment, après ça, c'est devenu le plus difficile, c'était de faire la part des choses sur la crédibilité des sources. Donc, je me suis mis à chercher sur qui est propriétaire de quoi dans les chaînes de diffusion, dans les journaux et tout ça. Et on peut rapidement voir dans quel sens va prendre les nouvelles selon le propriétaire de la chaîne en aval. Là, et donc, c'est devenu un travail fascinant. Et plus je rentrais, plus je me rendais compte. Et j'ai eu un moment où j'ai arrêté le YouTube sur ma télé. J'ai arrêté, puis j'ai eu un rush de sang dans ma tête. Puis j'ai dit, il faut déprogrammer les gens. Et à ce moment-là, c'est très drôle parce que, bon, je découvrais tout ça, puis ça devenait une évidence complète, mais j'avais une naïveté absolument totale en me disant que si j'écrivais un livre, je vais pouvoir déprogrammer tout le monde. Comme Carole. Donc, parce qu'à cette époque-là, je me dis, j'ai juste à leur donner les preuves, parce que tout devient tellement évident quand on s'en rend compte. Mais c'était de faire fi justement le cheminement que moi j'avais eu pour en arriver. Il n'y a pas de raccourci. Il faut que les gens le fassent. Donc, c'est pas tout de leur dire que hey, c'est la CIA qui a tué JFK, puis leur donner 2-3 preuves, puis que voilà, tout est réglé, on n'écoute plus les médias. Là. Donc, j'avais vraiment une naïveté par rapport à ça, mais j'avais une volonté de faire par rapport à ce que je voulais faire. Et c'est devenu une mission. Et je travaillais pendant l'été 2015, mais je me suis retrouvé avec une période de 3 mois où j'étais entre des contrats en télévision et j'ai décidé de rien prendre pendant 3 mois. Et à partir de octobre 2015 jusqu'en décembre 2015, je me suis mis à écrire pendant 20 heures sur 24. Donc, 20 heures sur 24, tout en faisant de la recherche aussi à mesure. Mais faut pas
faut pas oublier que j'avais passé l'été à chercher là, des trucs. Là. Puis ce que je me rendais compte aussi, c'est que j'avais pas besoin d'acheter 45 livres là, pour aller m'aider, tout ça. J'avais pas besoin de lire tant que ça. Ce que j'avais besoin, tout était sur Internet aussi. Donc, c'est pour ça que dans la déprogrammation, et tu as le petit A commercial qui remplace le A, c'est que pour moi, tu peux le faire à travers Internet. Puis c'est important aussi de comprendre que Internet étant pendant très longtemps non censuré, donc là, on commence à voir le contre-coup de ça, mais comme c'était pas censuré, c'était presque la seule solution pour réussir à se déprogrammer parce que si on voulait trouver des versions qui challengeaient un peu les journaux et les bulletins télé, il fallait sur des médias traditionnels, il fallait aller sur Internet et trouver ces choses-là. Donc, Internet devenait hyper intéressant pour l'éveil des gens, pour le nourrir, pour le confirmer, pour chercher et tout ça. Et c'est pour ça que, dans le fond, dans la bibliographie, j'ai très peu d'extraits de livres, mais énormément de liens qui étaient sur Internet. Évidemment, plusieurs ont disparu depuis parce que on sait que la censure depuis quelques mois est extrêmement lourde. Pourquoi? Ben, c'est simple. C'est que aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il faut qu'ils contrôlent le contenu d'Internet s'ils veulent continuer à contrôler la pensée des gens. Parce qu'évidemment, la télé conventionnelle est mourante. Ils veulent contrôler notre manière de penser. Qui ça, ils? Puis pour qui se prennent? Moi, c'est ça que je veux savoir. C'est qui ça, ils, qui veulent contrôler? Puis d'où qu'ils sentent qu'eux, en tant qu'êtres humains, OK, ils peuvent contrôler ma pensée. Ça marche plus, ça. Non, ça ne marche plus. Il n'y en a plus question. Il n'y a personne que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans le passé qui fait qu'il se pète le plus haut que le trou qui va venir me dire, moi, comment penser. Ça ne marche pas, ça. Il n'y en a absolument pas question. Il n'y a pas mon consentement. Plus personne ou à peu près qui croit les bulletins de nouvelles. Si on regarde les sondages partout, c'est vraiment lamentable, là, ceux qui ont encore confiance aux nouvelles. Puis les journaux aussi sont mourants. Les journaux papier sont mourants. Donc, ils n'ont pas le choix de maîtriser et de contrôler et de filtrer tout le contenu qui va se retrouver sur YouTube, Facebook, les médias sociaux, tout ça. C'est tellement imbécile. C'est tellement ridicule. Hey, la physique quantique, vous n'en avez pas entendu parler? Les idées, ils passent d'un être humain à l'autre, d'un être vivant à l'autre. Les idées passent par résonance. Que ça passe par l'Internet, par le téléphone, face à face, la communication elle-même a lieu par résonance, toujours. Fait que vous aurez beau bloquer tous les messages de tout le monde, même faire le blackout, les idées passent d'un être humain à l'autre direct. Fait que c'est la preuve que vous n'avez rien compris, ça, de vouloir continuer de contrôler. Puis c'est la preuve que vous n'avez rien compris, c'est que mec que on se décide, là. Je vais vous faire l'image, là. Actuellement, mettons, tu prends Macron à l'Élysée, là. Lui, il se pense au-dessus de tout. Loin au-dessus de tout. Mais si tu te mets à peu près à hauteur des nuages, puis tu regardes en bas, hein, tu regardes la France, là. Ce que tu vois, c'est 60 millions de Français, une centaine de députés, puis un mince petit cordon de police autour. Puis 60 millions de Français. C'est ça le rapport de force. Mais qu'ils comprennent, là, on chie dans le culotte. Sinon, ça leur échappait complètement. Tu vois, Sylvain, on se rejoint tellement et quand on s'est rencontrés, c'était dans le concept Guerre et mensonge, c'est un univers d'histoire. Et sans le savoir, on se retrouve dans ce qui est ma grande passion depuis un bon moment, on va dire bien 20 ans sur le fonctionnement. Alors, tu parles aussi de la psychologie de masse, hein. C'est vrai que c'est ma grande passion, comme tu le sais, l'ingénierie sociale. Et tu parles aussi de ça, hein, parce que je vais évoquer, les amis, vous allez retrouver ces thèmes-là dans les capsules de la déprogrammation. Donc, on a effectivement la psychologie de masse, la pub, Ouais. le contrôle de la pensée, évidemment, la propagande, l'influence des médias. Bon,
politique et complot, ça va de pair, Sylvain. On va Oui. forcément vous refaire des piqûres de rappel. La dépopulation, Mhm, mhm, les organismes de répression, les mhm. sociétés secrètes. Oui. On n'aime pas ça, nous, les sociétés secrètes. On n'aime pas apprendre des trucs. Ouais. Le système monétaire, MK Ah, Ultra, ça va être un sacré sujet. ouais. Financement de tests humains. Alors Mhm. là, en fait, c'est quand même du lourd, là, ce qui se prépare, Sylvain. Ouais. Ouais. Tu en vois. Et en fait, j'aimerais juste vous lire une phrase, les amis. J'adore. Ça, c'est typiquement dans la déprogrammation. Vous allez pouvoir trouver ce ton-là. Mhm. Et comme je disais, tu écris comme tu nous parles, en fait. On a l'impression que tu es à côté de nous. En plus, il y a plein de gens qui nous ont écrit après Guerre et mensonge en disant ah, je lis le livre de Guerre et mensonge avec l'accent québécois. C'est très drôle, ça. Donc, tu écris, Sylvain, je suis monsieur tout le monde, j'ai travaillé fort, payé mes impôts sans me plaindre et fermé ma gueule toute ma vie. Un dénominateur C'est commun. ce que tu te C'est souviens de ça, hein, quand même. Oui. Mais en fait, j'adore parce que on se reconnaît tellement. Enfin, si on se Ouais. reconnaît pas, c'est qu'effectivement, on roupille un petit peu là. Oui. Et ça aussi, je vais quand même vous faire ce résumé-là parce que quand j'ai lu ce passage-là, Sylvain, je me suis dit waouh, enfin quelqu'un qui pense comme moi. Et les amis, je suis sûre que depuis chez vous, quand vous allez entendre ce que je vais vous lire là, vous allez vous dire waouh, on se sent aussi moins seul. Mhm. Où est-il écrit qu'on doit travailler 5 jours par semaine et donner 35% de nos revenus à une poignée d'individus qui en feront ce que bon leur semble? Qui a décidé que les enfants doivent passer la majorité de l'enfance assis sur une chaise à se taire? Auriez-vous besoin d'obéir à une autorité pour marcher droit? Dans votre monde, est-ce que les femmes auraient besoin de lutter pour être les égales des hommes? Est-ce que la couleur de la peau déterminerait le destin des gens? Qui a décidé que c'était légal d'imposer un système d'intérêt absurde sur les hypothèques qui vous fera payer 3 fois le prix de votre maison au bout de 25 ans? Auriez-vous besoin d'une religion pour vous dire que voler, violer et tuer, c'est mal ou ça irait de soi? L'école vous inculque 3 dogmes qui resteront bien ancrés dans vos têtes. Votre vie ne vous appartient pas. Vous n'avez aucune liberté individuelle et vous devez obéir à l'autorité. Elle vous prépare à mener une vie de petite fourmi, C'est ouvrière, drôle. obéissante. Ouh. Voilà. Ça, les amis, vous retrouvez dans l'intro de la dépro. Est-ce que ça résume bien l'ambiance du livre, Sylvain? Oui, tout à fait. En fait, je pense dès le prologue, ce que je voulais aussi rapidement placer, c'est que souvent, on va essayer de discréditer un livre qui parle aussi généraliste comme ça, parce que je suis pas médecin, parce que je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas ingénieur. Donc, tu parles de trucs que tu connais pas, tout ça. Il y a deux choses que je connais vraiment très bien, c'est la géopolitique. L'histoire, mais il y a une qualité que j'ai, c'est que je suis vraiment logique. J'ai un esprit analytique cartésien et c'est ce qui me permet de faire la part des choses dans peu importe le sujet ou le thème que je vais développer. Donc, c'est pour ça que je pouvais pas tout inventer. Donc, je me suis sourcé de tous les côtés. Il y a plein de monde qui ont fait des travaux exceptionnels sur tous les sujets que je voulais aborder, tout ça. Et pour moi, c'est devenu vraiment comme une enquête où tu recoupes le tout là, et mon esprit cartésien me permettait de faire la part des choses. Mais du point de vue du citoyen ordinaire en même temps. Parce que moi, je m'éveillais à ce moment-là en faisant ces recherches-là, en faisant ces analyses-là. Et au fond, là, je partais sur le même pied que tout le monde quand au printemps 2015, j'ai commencé à m'éveiller, j'étais sur le même pied qu'absolument tout le monde. Je veux dire, oui, je travaillais, puis j'avais une job, puis j'avais du fun, puis tout allait bien et je fermais ma gueule parce que je disais rien sur rien, parce que je savais pas ce qui se passait, tout simplement. Étant dans les médias, évidemment, j'avais une voix qui était quand même... j'avais une voix pour m'exprimer. J'étais quand même chanceux. Mais ma voix ne sortait pas du lot, disons. Et donc, je partais vraiment comme Monsieur Tout-le-Monde pour regarder la réalité, pour commencer à l'explorer avec eux autres. J'avais l'impression que j'étais un bon représentant pour eux, pour fouiller à l'intérieur de ça.
Et d'ailleurs, tu sais, on parle d'humour, mais j'ai écrit de l'humour en tant que scénariste en télévision. Et donc, pour moi, c'était important d'amener cette qualité-là parce que quand tu explores quelque chose d'aussi grave que la réalité du monde, je pense que si tu fais juste l'expliquer tel quel, je veux dire, tu as envie de te foutre une balle, là, puis ça finit là. Corde. La Oui, corde. c'est ça, la corde devient la meilleure alternative plutôt que de finir le livre. Mais si c'est fourni avec une légèreté, mais surtout assez d'ironie et de sarcasme pour un peu ridiculiser les gens qui font ça. Ça, c'est pour moi, là, c'était tellement important parce que tous ceux qui nous font ces trucs-là sont Mais tellement c'est ça que je ignobles. voulais dire tout à l'heure. On est parfaitement d'accord là-dessus. Mais d'après moi, stratégiquement, et pour reprendre le contrôle du narratif, ça serait de prendre les feux de l'actualité qui sont tournés vers nous, puis les tourner vers eux. Montrer ce que tu viens juste de dire, que c'est des niaiseux, qu'on le voie là. Oui, ils sont ignobles. Mais quand tu regardes comment ils jouent leurs cartes, là, ben ils savent pas jouer. Puis la seule manière, d'après moi, de résoudre ce problème-là, ben c'est d'apprendre à jouer mieux que eux. C'est pour ça que j'insiste. Là, on joue nos pions. Ben, le prochain pion, on attaque, on switch l'attention dans leur direction. Puis là, c'est à eux autres de jouer leur coup, mais avec tout le monde qui les regarde, eux. Il faut apprendre à faire ça de plus en plus souvent, pour les tenir toujours, eux, à s'expliquer. Puis il n'y a pas de danger, il y en a beaucoup à expliquer. On n'en manquera pas. Ils peuvent, on peut les tenir de même là, dans l'explication pendant bien longtemps. Voilà. Que je pense qu'ils méritent tout à fait les sarcasmes et l'ironie que je suis capable de leur donner. Puis c'est certain que pour la plupart des gens, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent Hey, cette joke-là, je me roulais par terre. Tu sais. Ils ne me parlent pas tout le temps du contenu autant que des blagues qu'ils retrouvent et qui se roulent par terre. Donc, ça c'est vraiment Je intéressant. dois quand même le dire, hein, Sylvain. Je dois quand même le dire. Ouais, Je me suis bien marrée. Les amis, quand vous lirez, je pense que ça se ressent vraiment dans le livre, le passage quand tu introduis Bilderberg, parce que tu veux parler du groupe Bilderberg, et tu nous parles de ce qui arrive, tu nous parles de Rockefeller, mais c'est tellement drôle parce qu'ils s'en prennent plein la poire. La façon dont tu décris, en fait, cette équipe, tu les appelles les vieillards psychopathes. Oui. Tu leur donnes plein de noms, hein, entre ceux qui ont la bavette, etc. Mais c'est super drôle, en fait. Ton livre se lit comme on mange une glace. Oui, ouais, ben en fait, c'est ça, c'était le but. Puis, c'est parce que, en plus, c'est que dès le début, ce que tu lisais tout à l'heure, le premier passage que tu as lu, dans le fond, c'est important parce que non seulement, bon, je découvrais que la réalité du monde était complètement différente, mais à ce moment-là, c'est que c'est possible de se poser des questions sur ce qu'on pense qui est simplement normal, ce qui est acquis, ce qui est des choses sur lesquelles on ne se questionne jamais. Puis après ça, quand tu te questionnes, quand tu te poses cette question-là, tu te dis, mais effectivement, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on permet aux banques de nous faire payer notre maison 3 fois le prix en 25 ans? Une petite digression. Oups, non, il faut que je le garde. Peut-être, comme a dit la Bajon, on couperait. C'est que là, je ne sais pas comment le dire. Bon. Juste un peu avant, Sylvain, il disait que un peu de temps, il travaillait, il avait une bonne job, puis il était, tu sais, dans... Puis tout d'un coup, il s'est réveillé de ça. Bon. Et puis,
moi, mon cas est un peu différent. Parce que après le collège, moi j'étais pensionnaire au collège de l'Assomption, puis à un moment donné, quand j'ai eu 18 ans, j'ai lâché l'école. Puis je me suis pas retrouvé avec une job et tout ça. Je me suis retrouvé avec mes chums, puis on est allé rester en campagne, et puis on a fait notre trip de hippie, là. Tu sais, avec les sages-femmes, l'aliment naturel, médecine alternative, et puis agriculture biologique, certification, les coops, les groupes d'achat, puis tout ça, là, tu sais. Et puis moi, je restais dans le bois, là, fait que jeter ma TV. Quelle TV? Tu sais, on n'en avait pas. Il n'y a personne de nous autres qui avait la TV, puis dans le fond, durant Saint-Paul, Saint-Ubald, on n'était pas abonné à la presse ni à rien, là. On était abonné à Mainmise. Oui. Mais puis on faisait le journal du réseau. Mais on n'était pas abonné, on le faisait. Fait que toujours est-il que le- j'ai jamais eu à décrocher de ça parce que j'y suis jamais allé dans ce monde-là. Puis je suis pas tout seul dans ce cas-là. Dans ma génération ici, on est quelques-uns. On n'a pas passé par la case go, là, collecter 200 pièces. Quand tu y penses, là, nous autres, c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. La banque te prête de l'argent, toi, tu payes des intérêts, puis tu dis, ouais, ben, je finis de payer dans 25 ans, puis au bout de 25 ans, tu dis, fuck, ma maison de 150 000, je l'ai payé 450 000, là, finalement. Mais comment ça se fait qu'on permet ça? Je veux dire, c'est insensé, là, à la base. Donc, puis aussi, je pense, ce qui est important aussi de bien placer dès le début, c'est de se rendre compte que à l'extérieur de notre petite bulle, chacun de nous individuellement, ben, il faut se fier à très peu de sources pour savoir ce qui se passe ailleurs. Moi, ce qui se passe dans la ville de Québec aujourd'hui, là, je suis pas dans la ville de Québec, c'est pourtant pas loin, là. Mais ce qui se passe là-bas, comment je peux l'apprendre? Ben, il y a seulement 3 sources. Il y a 3 sources qui peuvent me l'apprendre. OK? Il y a premièrement les médias, évidemment, parce que les médias vont me dire les nouvelles de ce qui se passe dans la ville de Québec. Il y aurait l'éducation. Si j'allais à l'école aujourd'hui, ben, l'éducation va te fournir des renseignements sur la ville de Québec, tout ça. Et le troisième étant nos amis, ceux qui sont dans la ville de Québec ou qui ont été dans la ville de Québec et qui sont capables de parler de la ville de Québec. Mais si on regarde de plus près, on a nos amis, ben, premièrement, s'ils ne sont pas sur place, ben, ce qu'ils vont connaître de la ville de Québec, ça va être les mêmes sources que toi, à travers l'éducation et les médias. Donc, on peut presque éliminer les amis parce que si on veut parler du Brésil, par exemple, ben, j'ai pas d'amis au Brésil. Donc, savoir ce qui se passe au Brésil, il reste juste l'éducation et les médias. Et si on regarde maintenant qui contrôle l'éducation et les médias, ben, ça reste en bout de ligne les gouvernements et les milliardaires de la plutocratie qui sont protégés par les gouvernements. Et les médias appartiennent tous à des groupes et des conglomérats de milliardaires qui ont évidemment pas les mêmes intérêts dans la vie que toi puis moi, Emma, qui travaillons et payons nos impôts. Et donc, c'est pour ça que c'est là où on se rend compte qu'on peut créer une fausse réalité, mais vraiment totalement fausse, du monde et de ce qui se passe ailleurs, simplement en contrôlant les médias et l'éducation. Et tout ça est contrôlé par les mêmes personnes. Donc, c'est là où on se rend compte, une fois que ça, c'est bien assimilé, là, mais pas juste entendu, là, mais bien assimilé, et qu'on se pose les questions effectivement sur les rouages et qui contrôle l'éducation, comment est contrôlée l'éducation à travers l'UNESCO et tout ça. Donc, on parle de l'ONU, on parle du gouvernement, de ceux qui voudraient être le gouvernement mondial, là. Donc on parle des méchants. Et donc, ça, c'est l'éducation est contrôlée à travers ça. Puis du côté, tu as les médias qui sont tous des milliardaires et qui sont tous liés à cette même gang de contrôlantes-là. Donc, on peut nous faire croire absolument tout ce qu'on veut. Tout à l'heure, il demandait pourquoi qu'on permet ça. Bonne question. Et j'ajouterais comment on permet ça. La manière qu'on permet ça, c'est en considérant
que c'est acceptable. Quand tu as une conversation avec une autre personne de ton niveau, c'est comme s'ils nous ont mis dans la tête la réponse que à sa place, je ferais pareil. Mais non, à sa place, on ne ferait pas pareil. Tu sais, ça, c'est une idée qu'ils nous ont implantée dans la tête. Il faut se déprogrammer de cette idée-là. À sa place, on ne ferait pas pareil. Parce que tout le monde fait ce qu'il fait. Puis nous, on fait ce qu'on fait, puis lui, il fait ce qu'il fait. Seul le présent existe. Fait que si tu regardes ce que tu es en train de faire dans le présent, ben c'est ça que tu es en ce moment. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils sont? Ben, c'est des profiteurs. Bon. Puis là, ce qu'on appelle le Great Awakening, c'est que tout le monde s'en rend compte. Le roi, il n'a pas de culotte. Il a fait ce nu-tête. Oui, tu vas nous parler aussi finalement de la racine, hein, parce que souvent on parle du média en tant que tel, ou de celui qui possède le média, bon, très bien. Et toi, tu vas nous parler, alors on en a déjà un peu parlé dans Guerre et Mensonges, la commission trilatérale, le CFR, le Conseil des relations étrangères, le groupe Bilderberg, évidemment. Tu vas nous faire quelques gossips aussi. Tu nous parleras brièvement de George Clooney. Ça, je vous l'avais promis, les filles. Hein, mais bon, il y en a qui vont être déçus, peut-être. Oui, c'est ça. Ben, c'est avec étonnement que je me suis rendu compte qu'il était effectivement membre du Council on Foreign Relations, du CFR, Clooney, et quelques autres personnalités des médias qui sont membres de ça. C'est ça, c'est qu'en fait, toi, tu vas prendre la racine en fait de tout ça et tu vas nous expliquer comment en fait on fabrique la vraie usine à information. C'est pas juste là, on parle beaucoup de Reuters, AFP, etc. Mais toi, tu vas pas en fait. Hein, j'ai pas vraiment vu ces noms-là dans ton livre. Toi, tu vas aller un peu plus loin quand même, beaucoup plus loin même. Ouais. Et tu nous parles effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup du rôle de l'éducation. Donc au départ, le mensonge, premier step. On est presque dans le thème de la subversion dans ton livre. Hein. Premier step, l'école. Et alors là, on se rejoint encore, on a beaucoup de points communs sur ce livre, les amis. Si on pouvait faire des capsules de 3 heures là-dessus, moi je suis partante. Teacher, il suffit de mettre un commentaire et on y va. Hein. Donc l'école, avec l'éducation, les livres, tout simplement. Les amis, quand vous étiez à l'école, quels étaient les livres? Qui avait écrit les livres? Et c'est vrai, comme tu dis, Sylvain, toi, tu as une approche follow the money, suivre l'argent. Ce qu'on ne nous a pas appris à l'école, effectivement, c'est d'aller suivre la source, le tout début de qui a écrit, qui finance. Et ensuite, tu nous parles des outils du contrôle intégral de la pensée. En deuxième step, c'est-à-dire une fois qu'on vous a bien modélisé à l'école, on vous flanque sur le canapé. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça, Sylvain, que tu nous dis, voilà, ce que vous voyez derrière votre écran, que ça vienne de la chaîne A, B ou C, voilà en fait qui décide derrière. C'est ça. Ben, en fait, c'est ça, on va pouvoir en parler dans les prochaines capsules, mais c'est de se rendre compte à quel point on utilise les mêmes techniques que la publicité à l'intérieur de la propagande qu'on nous sert. Donc, il y a vraiment, au niveau du contrôle de la pensée, c'est quelque chose qui a été étudié, qui a été pensé, qui a été... et donc, il faut, d'après moi, comprendre tout le schéma médiatique et qui contrôle quoi. Là. Puis une fois qu'on comprend cette chose-là, après ça, c'est de rentrer dans les techniques, puis qu'est-ce qu'on a fait pour vous faire croire et comment on a fait pour vous faire croire tout ça. Et aussi, évidemment, on va explorer le pourquoi. Pourquoi on a voulu vous faire croire autre chose et c'est dans l'intérêt de qui a fait ça. Très intéressant. Et dans le fond, c'est ça, c'est que quand on me demandait de résumer le livre de la déprogrammation, quand je l'ai écrit, c'était les rouages de la désinformation, mais surtout le qui, comment, pourquoi et quand de tout ça. Donc, et quoi faire après? Parce que tu nous parles de solutions aussi quand même à la fin. Oui, absolument. Oui. Ben, pour moi, ce qui est très drôle, c'est que maintenant, on a évolué parce que maintenant, on sait que le complot n'est plus une théorie. En fait, pour la plupart des gens, en tout cas, on le sait, on peut s'en rendre compte.
Et même pour ceux qui ont encore les yeux fermés, il s'agirait en ce moment d'enlever les œillères pour voir qu'on a les deux pieds dans le complot dont je parle dès 2015 dans la déprogrammation. Mais oui, c'est important, je pense, d'amener des solutions. Et ce qui est très amusant, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans l'application de ces solutions-là. Donc, je travaille pour ça aussi parce que il faut qu'on trouve des moyens de sortir du marasme complet socio-économique dans lequel on est empêtré, qui est assuré par la politique, qui est le chien de garde, dans le fond, de nos patrons. Mais la réalité, c'est que chacun des pays en ce moment qui est contrôlé par le New World Order, le nouvel ordre mondial, ben on est tous pris dans une plutocratie, puis la plupart des gens ne le savent pas. Et notre démocratie est totalement factice. On limite nos choix à deux têtes du même monstre, et c'est tout. Tu sais, quand on dit c'est quoi la différence entre la Chine et le Canada, ben il y en a comme pas. Il y a pas de différence. Il n'y a même pas de différence entre le communisme et le capitalisme d'une certaine façon. La Chine est exactement pareil comme nous, avec ses riches qui contrôlent toutes les... Ils ont des riches, tu sais, on parle de communisme, mais ils ont les mêmes riches qui contrôlent les multinationales, les grosses industries, tout ça. Ils ont certains pans de leur économie qui sont nationalisés ou socialisés, comme au Canada, il y a certains pans de l'économie qui sont comme ça aussi. Puis là, si on regarde après ça, le next step, c'est de se dire, oui, mais eux, ils n'ont pas de démocratie. Mais c'est quoi la différence entre une tyrannie d'un parti ou un système électoral qui te donne le choix entre deux têtes du même monstre? Il n'y en a pas. On fait juste choisir le nom de notre dictateur pendant 4 ans et c'est tout. Parce qu'il n'y a absolument rien dans le changement du fonctionnement de la société qui va changer. Et les médias sont là pour te faire croire le reste, pour te faire croire que c'est important de voter. C'est le devoir de tout citoyen de voter. Et donc, c'est important d'aller voter quand vient le temps des élections, alors que ça ne change absolument rien. C'est que on ne fait que faire croire. Les médias sont là pour faire croire à une réalité qui n'existe pas. Nous ne sommes pas dans une démocratie. On peut le voir en ce moment. On a des gouvernements qui sont en train, en ce moment, d'appliquer des mesures, de décider pour tout le monde, alors qu'il n'y a rien de tout ça qui était dans leur programme électoral aux dernières élections. Là. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui aurait voté pour un parti qui présentait un programme comme aujourd'hui, on essaie qui offrirait un couvre-feu à 20 heures, puis je veux dire, ça serait impossible. Donc, on se rend compte qu'on est dans une tyrannie complète, la même chose qui pourrait être en Chine. Quoique j'ai l'impression qu'en Chine, en ce moment, ils sont plus libres. Et la Corée du Nord. Ils ont fait il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière des techno-parties. Donc, effectivement, bon, après, ce sont des cultures vraiment différentes, mais il y a une chose moi, qui m'a frappée. Quand j'ai aussi arrêté, je suis aussi sevrée, les amis. Je me suis sevrée en 2005. Et en fait, quand j'ai arrêté la télévision, ce qui m'a frappée, c'est le silence. Ouais. Et moi, en fait, tu vois, tu parles beaucoup de toutes ces infos, tout ces... Pour moi, en fait, ça me fait penser au bruit. Et j'ai toujours une image qui me vient, les amis, quand vous décollez. Alors maintenant, on prend plus trop l'avion, hein. C'est un peu has-been. Oui, c'est compliqué là, en ce moment. Mais souvenez-vous, quand vous preniez l'avion et c'était couvert, à chaque fois quand vous décollez la journée, peu importe le temps, quand vous passez les nuages, au-dessus il fait beau, c'est tout calme. Oui. Et en fait, tu vois, toute cette couche d'infos, de médias, moi je vois ça comme cette couche-là de bruit. Et en haut, c'est paisible. Tu as la place pour te poser des questions. Tu disais tout à l'heure l'importance de se poser des questions. Mais Sylvain, je ne sais pas vous au Québec, mais en Europe, à l'école, on ne nous a pas appris à poser des questions, on nous a appris à répondre. Absolument. Mais en fait, c'est ça, c'est que dès le début, il faut comprendre que le système d'éducation n'est pas là pour nous apprendre quoi que ce soit, sauf l'obéissance. En fait, c'est ça. Puis c'est l'obéissance à tous les niveaux. C'est-à-dire que, premièrement, il y a des règles. Écoute, essaye juste d'imaginer, parce qu'on ne se pose jamais la question, mais moi, là, j'ai envie de pisser, OK? C'est ma vie. C'est ma vie, là. Donc, si j'ai envie de pisser, ben, je vais pisser dans la vie et c'est tout, là. Ma vie m'appartient et je n'ai pas à demander la permission. Et pourtant, à l'école, on t'apprend à lever la main, à demander la permission pour aller pisser. Mais juste ça, à la base, là, c'est fou. Je veux dire, et le professeur va t'accorder ou non la permission d'aller pisser. C'est fou, là, quand tu y penses.
C'est vrai que moi, j'ai fait plusieurs styles d'école et j'ai toujours dû demander. Mhm. Et ma fille est dans une école Montessori. Et Ouais, je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne, les amis. un Peut-être peu. vous savez, je pense que vous devez savoir, mais je précise pour ceux qui ne savent pas. C'est un système où il n'y a pas de bureau à proprement parler pour les élèves. Mhm. Et ils ont pas en fait une heure de cours précise avec un prof qui parle de certaines choses en fait. Ils sont très autonomes dans leur apprentissage, donc ils vont faire pipi quand ils veulent. À Ouais, partir du moment déjà. où il y a des consignes très claires, de Ouais, respecter le calme, donc ils font jamais de discipline. Les profs, c'est dingue. Les élèves sont super ouais, ouais. responsables en fait, aussi de leur travail et des autres. Et c'est vrai ce que tu dis maintenant, ça me semble fou parce que bon moi ça fait longtemps que ben voilà hein, c'est fini les études pour moi. Ouais. Et quand je vois ma fille, elle est dans une école où c'est pas du tout comme ça, hein, c'est vrai. Ouais. Ben non, puis c'est ça. Puis après ça, tu sais, on peut regarder tout le programme scolaire aussi, puis se rendre compte que plus ça va dans le temps, plus on avance, plus on élimine les arts. Donc, la création, parce que évidemment, les arts ouvrent l'esprit et tu pourrais en devenir dissident là, tranquillement, là, et glisser vers la dissidence si tu te mets à poser trop de questions et tout ça. Parce que, évidemment, la création artistique, ça reste le concept et ça reste. Tu te poses des questions. Donc, on diminue beaucoup l'importance des arts aujourd'hui et c'est extrêmement lamentable, mais on n'a pas non plus des cours sur l'esprit critique. Il n'y a Et la rien, rien, pandémie, rien pour développer l'esprit elle s'est critique. attaquée direct à la culture, de front. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans le fond, ma sœur reste en Australie, elle est à Melbourne, puis ses filles vont dans un collège privé et au secondaire, donc l'équivalent du lycée, je pense. Mais il y avait des cours de critical thinking, d'esprit critique. Et ça, ça m'a marqué parce que dans le fond, c'est que les collèges privés sont moins liés à l'éducation nationale en Australie qu'ils le sont au Canada. Donc, ils sont capables de créer des cours et d'imposer des cours comme ça qui devraient être absolument nécessaires. Ça devrait être le premier cours auquel on a accès. Et si ici, on a des cours de philosophie qui sont généralement extrêmement plates parce qu'on parle de tout ce qui n'est pas intéressant en philosophie dans ces cours-là. Donc, c'est pour te désintéresser de philosophie, autrement dit. Mais on devrait tellement développer l'esprit critique, puis d'être capable de prendre du recul, puis d'être capable d'arrêter de gober ce qu'on nous donne comme tout. Et tout l'école est basé sur du par cœur. Apprends ça par cœur. Et c'est vraiment mange ce qu'on te donne à manger, puis c'est tout, puis pose-toi pas de questions. L'histoire, d'ailleurs, en est un super exemple, hein, tu vois, parce que combien de personnes ont dit, moi, avant de découvrir Sylvain et Guerre et mensonges, je détestais l'histoire. C'était Oui, une c'est super ça. méthode à apprendre par cœur, je comprenais rien. Oui, c'est ça. On comprend rien, mais non seulement ça, mais c'est pas intéressant. Puis et il y a beaucoup de non-sens en plus. Donc, c'est une matière qui, après ma base, si tu la regardes seulement d'un point de vue académique, c'est plate l'histoire de manière générale. Même moi, à l'université, dans mes cours, je pensais que je me bidonnerais puis que je serais absolument captivé par ce qui se passe. Puis à part un ou deux cours où c'était effectivement le cas, mais c'était lié à la personnalité des professeurs, ben le reste, c'était plate. On te donne du par cœur, et il y a jamais on se pose jamais. C'est ça que je disais hier. L'histoire, ça parle des différents présents qui ont eu lieu avant. Mais quand ils ont eu lieu, au moment où ce qui avait lieu, c'était des présents. Puis ces présents-là, moi je suis persuadé qu'ils étaient exactement comme notre présent, qu'il n'y a pas deux personnes qui s'entendent sur ce qui se passe. Tu comprends? Il s'en passe trop. Il y a une infinité de points de vue possibles et imaginables dans le présent. Bon, ben hier, c'était la même chose. Puis avant-hier, puis aussi loin que tu peux reculer. Fait que quand il essaie de nous dire qu'il y a une seule histoire pour le passé, ben à quel moment, tout d'un coup, un présent qui est complètement n'importe quoi, il devient quelque chose parce que c'était hier. T'sais? Quand on était dedans, c'était n'importe quoi, mais maintenant qu'on est demain, hier, ça devient quelque chose. Mais ça marche pas. C'est ça là, que je disais que il y a un problème actuellement, c'est que Einstein, ça fait plus que 100 ans, 1905 à 2005, tu comprends? Ça fait plus que 100 ans qu'il a remis en question
la patente, là. L'espace-temps. Bon. La plupart du monde, les atomes, ils n'ont rien compris, mais c'est pas grave, tu sais, c'est rentré dans leur tête. Mais les changements au niveau du temps, là, ça commence à rentrer. Mais pas vraiment encore. Pas assez à mon goût. C'est que là, le passé, présent, futur, là, OK, ça vient d'éclater. Il l'a prouvé à Einstein. Il a dit, mettons là que tu as deux météorites qui tombent, un sur Jupiter, l'autre sur Saturne. Ils ont-ils tombé en même temps? Ou bien il y en a un qui est arrivé avant l'autre, puis c'est lequel des deux qui est arrivé avant l'autre? Ben, dans la conception newtonienne du temps, il y a comme une grande horloge quelque part dans l'univers, puis il y aurait moyen de regarder l'heure de un puis l'heure de l'autre. Si c'est la même heure, c'est en même temps. Si c'est pas la même heure, c'est pas en même temps. Okay? Une belle théorie, ça, mais c'est faux. C'est archi faux, c'est complètement faux. Parce que le même événement, dépendamment de où que tu te places, tu peux voir que A est arrivé avant B, que B est arrivé avant A, ou que les deux sont arrivés en même temps. Puis les trois sont vrais, simultanément. Donc, le temps, c'est pas pantoute que c'est qu'on pense. Puis toutes nos lois sont basées sur une conception du temps qui est désuète. Puis toute l'architecture, toute la notion de Dieu, du monothéisme, puis qui structure toutes les corporations, puis les compagnies, puis les banques, puis la tête de ces gens-là, sur un Dieu qui n'a pas évolué depuis 2000 ans. Ben de la merde. Dieu évolue comme nous, on évolue. Puis Dieu est fait à notre image, donc il n'est pas centralisé dans le mental, il est dispersé dans le corps au complet. Voilà ce que je veux dire. On remet rien en question, c'est juste les livres, puis ça te dit c'est quoi l'histoire et ça finit là. Donc, pour moi, c'est pour ça que l'intérêt pour l'histoire, je l'ai développé beaucoup plus à l'extérieur. Et évidemment, grâce à la déprogrammation, je me suis déprogrammé. Et là, j'ai commencé dès le début, mais dès la déprogrammation, on va en parler, mais à me demander, mais qu'est-ce qu'on nous a caché à travers ça, à travers ce contrôle de l'information-là? Qu'est-ce qu'on a pu nous cacher à travers le temps? Et c'est là que c'était comme une autre boîte de Pandore dans l'immense boîte de Pandore, ouais. C'est-à-dire que l'histoire au complet était falsifiée là, de A à Z. Là. Alors, dis-moi, Sylvain, les personnes qui sont là maintenant en train de se dire, mais, combien de temps il faut pour se déprogrammer alors? À peu près. Ben, c'est difficile à dire, ça dépend du niveau d'endoctrinement. Ce qui est assez intéressant, je me suis rendu compte, ça, et pour moi, c'est presque pathétique, là, mais les gens les plus scolarisés, les gens qui sont le plus informés, c'est les gens les plus difficiles à déprogrammer. Parce qu'en réalité, si tu as étudié longtemps à l'université, tout ça, tu as été super brainwashé. Alors que si tu as quitté tes études plus jeunes, tu es moins brainwashé par les études. Donc, plus tu as d'études, plus c'est compliqué à déprogrammer ça. Puis souvent, c'est lié avec le fait de rester, de vouloir rester informé. Donc, les gens qui ont beaucoup de scolarité, souvent vont lire les journaux, vont écouter les nouvelles, tout ça. Et donc, ils continuent à brainwasher parce qu'ils rentrent de la désinformation quotidiennement. Et donc, pour eux, on va te mettre de l'avant là, des gens qui sont supposément là, très, très, très avancés. C'est des savants, c'est tout ça. Et c'est les plus brainwashés parce que c'est simplement les plus désinformés. Donc, souvent, c'est une généralité, là, mais souvent, plus ton niveau de scolarité est élevé, plus c'est difficile de se déprogrammer. Je pense que quand tu as, à partir du moment où tu es capable de prendre du recul sur la situation actuelle et tu es capable de te rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne font pas de sens, je pense que ça va vite à partir de là. Je pense que même la lecture du livre, dans le fond, suffit à déprogrammer une fois pour toutes parce que il y a à l'intérieur de ça toutes les informations que tu as besoin, dans le fond, pour comprendre le monde. Là. Bon, la base, là, on s'entend, c'est pas tout dans le détail, mais au moins tu as la structure de base qui te permet de comprendre. Et après ça, tu peux poursuivre dans ce sens-là parce que je donne des pistes sur comment chercher de l'information et c'est important pour pouvoir continuer après ça à ne pas se désinformer. Oui, c'est ça. Finalement, c'est pas de vivre comme un ours dans sa cabane, tout seul en attendant la mort. Hein. On vous rassure, les amis, nous sommes des êtres sociaux, Sylvain et moi.
Oui! On aime se mettre en relation avec les gens, on Oui! aime la vie aussi. Grégaire, mais sociable! Mais c'est vrai, au début, c'est la douche froide. Ouais. Ça, je vous le dis tout de suite, hein, mais je pense que les personnes qui nous suivent et qui écoutent nos vidéos, Sylvain, sont déjà bien avancées dans la déprogrammation, malgré tout, sans le savoir. Ouais. Puisqu'il y a déjà cette envie d'aller au-delà de la tambouille toute prête qu'on vous a flanquée dans la poire depuis des années. Ouais. Et puis aussi, cette auto-estime de se dire, en fait, je pense que je mérite un peu mieux que ce qu'on m'a volontairement mis sous le nez. Ouais. Et au-delà de ça, c'est vrai que ce qu'on disait aussi la dernière fois, Sylvain, c'est aussi valable pour Guerre et Mensonge. C'est qu'une fois qu'on a passé le cap, on ne peut plus jamais revenir en C'est arrière. impossible. C'est pas comme le sport, hein. Oui. Non, mais c'est effectivement. Ben, quoi que les sports, on peut faire un protège, là. Mais c'est vrai que c'est impossible parce qu'une fois que tu as compris à quel point on te ment, ça devient évident. Ce qui est difficile, c'est le pas à franchir, ce petit pas-là où ici, tu crois encore les médias et là, tu ne les crois plus. Tu comprends qu'on te ment. Et ça, c'est tout petit à faire, mais c'est immense à l'intérieur de soi parce que d'être capable d'admettre que tout ce qu'on te raconte depuis que tu es petit est faux. Ben moi, ça a été assez facile parce que j'ai fumé du pot assez jeune. Déjà avant ça, je m'en doutais. Mais là, quand j'ai compris qu'une affaire aussi niaiseuse faisait l'objet d'une telle répression, je me suis dit que ces gens-là, c'était des pauvres idiots. Je me suis organisé pour pas avoir affaire à eux dans le reste de ma vie, là. Mais ils m'ont pas impressionné ben. Et parce que c'est d'admettre aussi un peu l'innocence qu'on a eue par rapport à tout ça et la crédulité par rapport à tout ça. Et là, tu viens à te poser des questions sur mais comment ça se fait que je me suis jamais posé une question sur rien alors qu'il y a tellement d'incongruités, il y a tellement d'absurdités qui m'entourent, puis je les prends pour acquis, comme si c'était normal, tout ça. Donc, c'est difficile d'être capable là, de... Sylvain, je suis un peu comme lui, rationnel. Mettons, là, j'ai bien de mes amis qui fumaient, puis ils subissaient la même répression que moi. Mais eux, ils n'en ont pas tiré les ultimes conclusions logiques sur le fonctionnement de la planète dans laquelle je me réveillais. À l'école, ils nous avaient fait lire un livre, Le Petit Chose. Quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver sa place, là. Et puis, il y en a plusieurs livres qui parlent de situations comme ça, là. Moi, c'est dans cette catégorie-là que je suis. Fait que, mettons que je comprends très bien l'importance de la déprogrammation. Puis je suis sûr que j'ai moi-même mon propre lot de déprogrammation à faire. Mais étant donné le cheminement plutôt marginal, granola, freak que j'ai suivi, ben j'ai pas les mêmes déprogrammations à faire que la plupart du monde. Puis de devenir le nouveau soi où on ne me mentira plus. Mais quand on est rendu là, on ne revient plus derrière. C'est absolument certain. En tout cas, les amis, il y aura des surprises tout au long de ces capsules. Vous pouvez déjà nous écrire sur le mail qui est en lien de cette vidéo, sur le site emmacruisi.com, parce que vous pourrez nous poser vos questions aussi. Ça, c'était Sylvain, la surprise de ces nouvelles capsules, parce que on parle beaucoup de questions d'information, mais les questions qu'on se pose soi-même finalement. Ouais. Et moi, alors là, je suis une vraie compétitrice pour ça, hein, Sylvain. Je me pose des fois des questions très avancées. Oui, je sais. Alors, vous pourrez partager vos questions. Il y aura aussi probablement des lives organisés, puisque ça, on voulait le faire. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement c'était tellement intense, c'est toujours tellement intense ces dernières semaines qu'on a repoussé un petit peu. Mais Sylvain et moi, on sera ravis de faire des questions et réponses en live aussi. Donc, on pourra faire un milli-mélo et aussi vous retrouver dans des moments complètement spontanés. Nous, on aime bien ça, hein, Sylvain. Oui, oui. Puis ça va. C'est ça, en ce moment, faire un live, on aurait 1000 fois la même question. Mais qu'est-ce qui arrive avec Trump? Mais donc, on
va attendre de savoir qu'est-ce qui arrive avec Trump, puis après ça, on pourra parler d'autres choses aussi. Oui, et on va se retrouver donc la prochaine fois avec le premier chapitre de la déprogrammation. Et ce premier chapitre s'appelle justement la programmation. Vous pourrez découvrir, jeter à pieds joints dans finalement... comment on peut appeler ça? La guerre de l'ego? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de crédulité, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir mettre l'ego de côté. Je pense que les amis, vous êtes déjà tous partants pour ça. Hein, et de se dire, OK, on va voir quel est le niveau de programmation que nous avons. Oui. Et puis, Sylvain, tu vas nous fouetter un coup dans la prochaine capsule, ou alors tu vas nous jeter de l'eau froide. Heureusement qu'on n'est pas dans un amphithéâtre. Ouais, mais moi, je vois plus ça comme un médicament sain et pratiquement homéopathique. Disons que parce que la déprogrammation, c'est la constatation de ce qu'on est et du monde qu'on est. C'est une chose, mais la déprogrammation, c'est le step après aussi. C'est de pouvoir expliquer tout ça et de pouvoir l'assimiler de façon logique et de façon cartésienne. Et je pense que c'est plus, ça devient plus une guérison pour l'âme qu'une douleur à passer. Oui, et quand on met du sens sur les choses, ça libère. Les amis, vous verrez, ça va vous alléger. Vous allez enfin pouvoir mettre aussi des précisions sur des intuitions que vous avez sûrement. Donc, je rappelle, il y a quand même des thèmes qui vont arriver très, très vite dans les capsules. Hein, commission trilatérale, Conseil des relations étrangères, groupe Bilderberg. Tu vas nous parler évidemment de familles qu'on a connues hein, dans Guerre et Mensonges. Ouais. Je ne lâche pas encore tout, mais bon, vous avez compris, les amis, si vous avez suivi les capsules. Et tu vas nous parler de propagande. Comment on arrive là aujourd'hui à avoir une information qui s'est mise sur le même calibrage partout. Hein. Oui. Ah ben en fait, c'est ça. Ce qui se passe aujourd'hui va juste nous aider à comprendre la déprogrammation de toute façon. Et je me réjouis avec vous, les amis, d'entamer le chapitre de la psychologie de masse, de la pub. Tu vas nous parler aussi d'Edouard Bernays. Ce sont des thèmes que j'évoque déjà dans d'autres capsules avec d'autres personnes. Et je me réjouis de parler de ça avec toi, Sylvain. Tu vas nous parler du contrôle de la pensée des amis. Comment ça se fait que, typiquement aussi, pourquoi vous allez voter A au lieu d'aller voter B. Et pour finalement résumer la déprogrammation, ce qu'on n'arrête pas de dire dès qu'on parle d'ingénierie sociale, c'est finalement, est-ce que ce que vous percevez, c'est la réalité ou c'est juste une perception de la réalité? Et ça, c'est créé. Oui, c'est ça. C'est tout ton livre, il est là. Ouais. Comme toi, tu étais dans l'envers du décor pendant plus de 20 ans, eh bien, tu viens en tant que repenti. Totalement, par exemple. Je reviens plus derrière. Parler de ta grande expérience. En tout cas, Sylvain, je me réjouis de te retrouver dans la prochaine capsule. Les amis, vous pouvez donc bientôt précommander le livre La déprogrammation. Il sera disponible plus vite que n'a été disponible Guerre et Mensonges. Guerre et Mensonges, en fait, ça va être une trilogie, hein, parce qu'en 2021, Sylvain, il nous réserve un 3e livre sur la fabrique de la science. Enfin, j'en dis pas trop. La grosse bombe nucléaire. Et donc voilà, ça c'était le premier, Guerre et Mensonges, qui est sorti à la fin de l'année passée. La déprogrammation qui va venir se coller dans la bibliothèque. Et puis le 3e de la trilogie à la fin de l'année. On en parlera vers la fin des capsules un peu plus. C'est un programme. Hein. Bon, avec ça, on a encore la tête dans le cirage où vos amis n'ont toujours pas compris. Bon, faudra changer les cadeaux, effectivement, leur offrir des maquillages. Pour la Saint-Valentin, on devrait être bon pour... Tiens, chérie, voici la réalité du monde. Je t'aime. Les amis, comme vous l'avez compris, on est vraiment heureux de vous avoir retrouvés. Vous nous avez beaucoup manqué, en tout cas. Sylvain, merci pour ta bonne humeur. Merci vous deux. Je te laisse le mot de la fin. Le mot, c'est réciproque. C'est réciproque. Amis, partagez cette vidéo vraiment en masse. Faites connaître un nouvel angle
et faites connaître la déprogrammation à votre entourage. Je pense que ça va être d'utilité publique. Et surtout, comme ça, c'est plus à vous de vous occuper de faire comprendre aux autres. Vous refilez l'information, la capsule, et après, c'est les autres qui se débrouillent, vous verrez. C'est beaucoup plus confortable. Je vous embrasse très fort et surtout, partagez, likez et écrivez-nous. On vous attend. À bientôt, les amis. Sylvain, concentre-toi, Sylvain. Ouais. J'ai l'air d'un poisson abyssal. Je vais aussi. Ouais, je vais la sortir. C'est comme ça que tu fais pour enlever une idée qui te hante? Oui, c'est comme. C'est Pascal qui foutait la merde. Regarde la couleur! Je suis comme un magicien, regarde. Eh ben. Et voilà. C'était génial. J'ai bien aimé ça. J'ai hâte de voir les capsules. À bientôt.